Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pâte Blanche et ceci est la leçon numéro 13 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint cette image de référence en acrylique. Le sujet principal est bien sûr ombre et lumière. Je commence par diviser ma page en suivant la règle des tiers que nous avons vue dans les leçons précédentes. J'utilise un crayon charbon. Vous pouvez bien sûr utiliser un crayon normal, un crayon gris. Et j'aime bien les crayons charbon parce que ils sont un peu comme la peinture, c'est des lignes qui sont noires et qui ne sont pas brillantes. Ici, je trace, en me référant à mon image, à ma photo, les lignes et je regarde simplement. Il est important de donner de la perspective, donc de respecter l'angle que les lignes font sur la photo. Donc, je me réfère simplement à la photo que j'ai faite et je trace mes lignes. Alors, le point de fuite n'est pas sur l'image. Vous voyez qu'il est en dehors de la page, mais il faut quand même essayer de s'imaginer qu'il y a un point au-delà de cette page où toutes ces lignes vont se rejoindre. Et là, vous allez avoir cette impression de perspective réelle. Je pense que je vais faire une leçon sur ce qu'il faut savoir sur la perspective et les règles à respecter. Mais là, c'est juste une petite astuce pour vous aujourd'hui. Je vais tracer mes troncs d'arbres de façon assez grossière, sans trop me soucier de la forme, parce que je vais bien sûr passer par-dessus avec un pinceau et ma peinture acrylique. Là, je vais simplement placer mes arbres au bon endroit, simplement respectons les proportions de l'image. Là, vous voyez cet arbre qui a des branchages qui montent vers le haut. Je l'ai placé au milieu parce que c'est ce que je vois sur la photo. Et ensuite, je remplis les autres arbres, l'espace, avec les autres troncs d'arbres. Un petit mot sur la photo de référence. C'est une photo que j'ai prise lors d'une balade à vélo. Et ce qui m'a intriguée, ce qui a arrêté mon regard, c'est bien sûr le contraste entre la lumière et ses ombres. Et je me suis arrêtée, j'ai pris plusieurs photos. Et ça, c'est la photo que j'ai gardée, que j'ai décidé de garder et d'utiliser par la suite comme photo de référence. Et bien sûr, vous voyez ici ce dont je parlais dans ma leçon précédente sur la couleur des ombres et l'effet de cette lumière chaude qui est ici à contre-jour pour nous, le spectateur, et les ombres qui, en fait, pour moi, les ombres sont probablement le sujet principal de cette image. C'est ça qui la rend très intéressante. Et donc, lumière chaude, ombre froide. C'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Et cette image photo, si vous souhaitez la télécharger, elle est disponible dans ma boutique Etsy. Donc, je vous laisse le lien en bas parce que peut-être que vous voulez peindre à partir de cette image ou simplement avoir cette image pour en faire autre chose, un fond d'écran ou tout d'autres projets. Donc, vous êtes bien sûr bienvenue à utiliser cette image de façon la plus créative possible. Ici, je trace les ombres. Alors ici, vous voyez aussi de façon assez grossière, mais je fais attention à donner la forme de ces ombres, avec la forme de ces ombres, d'indiquer la pente et cette espèce de petite courbe qu'on a sur cette
sur ce flanc. Et donc, ça, c'est aussi une astuce très utile. Suggérer le volume en plaçant vos lignes de cette façon-là, hein. Donc, la forme, nous allons interpréter ces courbes comme quelque chose qui a du relief. Donc, ça va donner tout de suite un effet 3D à votre image. C'est simplement comment notre œil et notre cerveau va percevoir cette information. Donc, et aussi bien sûr la direction dans laquelle nous allons appliquer la peinture. Vous allez voir que ça aussi, ça joue un rôle pour donner une direction et un volume à votre image. Les couleurs que j'utilise aujourd'hui sont pourpre dioxazine et bleu phthalo. J'ai déjà mentionné que le bleu phthalo est une couleur qui est très très extrême à l'état pur, très synthétique et qu'il faut faire attention avec. Mais on ne va pas l'utiliser ici à l'état pur. Vous allez voir que en mélange, cette couleur peut fonctionner assez bien. Et là, c'est du blanc simplement, oxyde de titane. Donc vous voyez, ce bleu phthalo est une couleur très intense, très, je dirais, peu naturelle, presque électrique ou synthétique, je ne sais pas comment la décrire au mieux. Et en mélangeant ça avec mon pourpre, dioxazine pourpre, j'obtiens quelque chose de toujours très intense, un peu moins parce que je rajoute du blanc, mais quand même un bleu assez fort, assez extrême et saturé. Et c'est l'effet que je désire avoir. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'utiliser le bleu phthalo, parce qu'un autre bleu ne donnerait pas cet aspect aussi extrême et aussi lumineux. Donc là, j'applique simplement ma peinture avec un pinceau de taille moyenne. Et vous voyez, je vais assez vite. Je remplis l'espace entre les arbres qui représentent en fait cette partie en arrière-plan qui est un peu peut-être il y a peut-être un peu de brouillard, un peu de brume. Et là, je m'aperçois que j'ai rempli un espace que je n'aurais pas dû colorer, donc vous allez voir que je vais corriger ça par la suite. C'est des choses qui arrivent quand on peint et ce n'est pas grave, on peut toujours, surtout avec l'acrylique, revenir en arrière et corriger tout ça. Donc là, vous voyez, ce mélange est assez opaque, donc quand je passe par-dessus, je ne vois quasiment plus les branches de cet arbre que j'ai tracé, mais j'ai toujours ma photo de référence, donc ce n'est pas grave, je vais pouvoir m'en sortir. Et cette vidéo n'est pas accélérée, donc ça c'est vraiment la vitesse naturelle, réelle à laquelle je l'ai faite et à laquelle j'ai exécuté ce tableau, cette image, donc pas d'accélération, c'est vraiment la vitesse en vrai. Avec le même mélange de peinture, je fais quelques marques pour indiquer ces reflets dans l'eau, dans ce ruisseau ou cette petite rivière qui passe. Et là, il faut faire attention à respecter l'endroit de ces reflets de façon à être vertical par rapport à ces reflets en haut. Donc, si j'ai une marque bleue en haut de la page, je dois plus ou moins essayer de respecter cet endroit dans l'eau parce que la lumière réfléchit et rebondit de cette façon-là dans notre œil. Donc, ça serait bizarre de placer ces
ces reflets là où il y a en fait l'ombre d'un arbre ou le tronc d'un arbre, parce que là, normalement, il ne devrait pas y avoir de reflet de cette lumière de l'arrière-plan. Donc là, voilà, je vais corriger ma petite erreur, mon manque d'attention, peut-être, ou excès d'enthousiasme, que sais-je. Et je rajoute du blanc. Et vu que le blanc, là, ça nous aide beaucoup, est une couleur complètement opaque, une ou deux couches peuvent suffire à restaurer le blanc du papier. Donc ce n'est vraiment pas grave du tout. Et j'ai filmé cette vidéo un jour où il faisait très chaud, donc la peinture sèche, vraiment l'acrylique sèche en quelques minutes. Maintenant, je prends du vert oxyde de chrome et je vais mettre le lien vers toutes ces peintures qui sont mes peintures préférées en descriptif de vidéo. Donc vous pourrez les retrouver sans problème. Et également le jaune. Et ce vert oxyde de chrome, c'est vraiment un des seuls verts que j'achète à l'état pur. La plupart des verts, les autres verts, je les mélange moi-même parce que je trouve que les verts sont assez compliqués à obtenir. Mais oxyde de chrome est un vert qui peut être utilisé tel quel sorti du tube et ça va pas paraître, ça aura un aspect assez naturel. En tout cas, si vous désirez faire de la peinture qui est naturelle et qui représente les couleurs qui se trouvent dans la nature. Si vous faites de l'abstrait, bien sûr, vous pouvez opter pour des verts beaucoup plus extrêmes, mais ici, ce n'est pas le cas. Alors là, je prends un petit peu de pourpre et vous voyez tout de suite que mon mélange vert-jaune devient plus neutralisé. Je vous invite à regarder la leçon comment mélanger des couleurs plus naturelles qui parlent exactement de ces phénomènes-là et explique comment on neutralise les couleurs qui sont trop intenses. Donc là, j'ai un mélange qui est assez foncé et je procède. Je veux vraiment bloquer cet avant-plan, pour faire quelques marques avec des valeurs assez foncées. Ici, je place ces touches de jaune-vert, simplement en me référant à la photographie. En fait, j'utilise simplement ce que j'ai sur mon pinceau pour utiliser le mélange que j'ai. Voilà, la même chose de l'autre côté en face, donc cette pente qui va dans l'autre sens. Et un peu plus de jaune. C'est toujours bien de partir d'un mélange et de rajouter des couleurs dans ce mélange et ne pas recommencer à chaque fois à nouveau. Déjà d'un côté, ça va vous économiser des tubes et des tubes de peinture et de l'autre côté, ça va vous rendre votre image plus harmonieuse parce que vous partez toujours de quelque chose qui a déjà été appliqué sur votre papier ou sur votre toile. Donc le risque d'avoir quelque chose qui est pas harmonieux et qui ne colle pas ensemble sera diminué. Donc en tout cas, c'est ce que je fais souvent. Je pars d'un mélange et j'ajoute et je modifie ce mélange au fur et à mesure. Voilà, beaucoup plus de jaune. Et je ne nettoie pas mon pinceau, là, je continue vraiment. Même si j'ai un petit peu d'autres de couleurs précédentes sur mon pinceau, c'est pas grave. Ça va encore une fois harmoniser mon image. Et vous voyez que le jaune
est une couleur qui est une peinture qui est transparente. Vous voyez très bien qu'on voit les marques de crayon en dessous, crayon charbon. Et transparence et l'opacité des peintures est bien sûr quelque chose dont il faut tenir compte. Et on va jouer là-dessus, en fait, un petit peu plus loin quand on va s'attaquer aux ombres et aux troncs d'arbres. Vous allez voir qu'on va exploiter cette propriété de transparence de l'acrylique. Maintenant, je prends un petit peu de mon mélange qui a été neutralisé avec le pourpre, dioxazine pourpre, pour remplir ces espaces qui sont plus vers le haut. Donc j'obtiens une sorte de gradient entre la partie qui est ensoleillée, cette herbe qui est au soleil, et cette partie qui est un peu plus à l'ombre en haut de l'image, en haut de cette pente. Voilà, un peu plus de lumière ici, donc plus de jaune. Et là, j'ai une peinture qui est assez épaisse. Je n'ai pas rajouté beaucoup d'eau dans mon mélange. Et en plus, comme j'ai dit, il fait très chaud, donc ça sèche et il faut vraiment charger son pinceau en peinture. Et ça, c'est aussi un conseil que je vous donne, c'est de ne pas économiser sur la quantité de peinture, déjà sur votre palette. Bon, dans mon cas, c'est une assiette, mais sur votre palette et aussi sur votre pinceau, parce que ça va simplement accélérer votre peinture, mais aussi la rendre plus fluide. Donc, si vous n'avez pas assez de peinture et que vous essayez d'étaler, de réétaler cette peinture qui n'est pas, cette quantité de peinture qui n'est pas suffisante, votre image n'aura pas l'air aussi fraîche et spontanée. Donc là, j'ai fait quelques touches de ce jaune pour indiquer les reflets dans l'eau. Et je prends une valeur un petit peu plus foncée pour indiquer cette partie qui est de l'eau un peu à l'ombre. Je pense que peindre l'eau, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les débutants. Et je pense que je vais faire aussi une leçon là-dessus. Mais le principe de base, c'est que l'eau, elle reflète les couleurs de ce qu'il y a autour et bien sûr du ciel. Donc il faut combiner cette couleur que l'eau a elle-même, parce que des fois les ruisseaux, les rivières sont déjà teintés. Hein. Il peut très bien avoir une eau de couleur jaunâtre ou verdâtre. Et donc on a cette couleur qui est intrinsèque à l'eau, plus les reflets de ce qu'il y a au-dessus et très très probablement le ciel qui n'est... là, on n'a pas beaucoup de reflets de ciel dans cette image-là, dans l'eau, mais en général, si vous peignez une rivière, un océan, une mer, vous allez bien sûr avoir énormément de reflets de ciel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rajouter à la couleur de l'eau. Autrement, votre eau ne sera pas connectée au reste de l'image. Et je continue simplement en me référant à ma photo de ma balade, à combiner les couleurs dans l'eau. Et c'est bien de ne pas forcément finir un endroit de l'image, mais de revenir et de rajouter, faire plusieurs couches et rajouter au fur et à mesure que le tableau progresse. Et là, vous voyez aussi, en fait, j'utilise tout le temps le même pinceau, la même taille de pinceau.
On peut bien sûr utiliser un pinceau plat. Celui-là est arrondi, mais c'est celui-là que j'avais ce jour. J'étais en vacances, donc je n'avais pas tout mon matériel avec moi. J'ai fait avec les moyens du bord. Mais pour, par exemple, la partie haut, un pinceau plat aurait peut-être été un meilleur choix. Voilà, je décide de rajouter encore une couche de blanc pour enlever ce bleu qui n'aurait pas dû être là. Et on peut procéder directement avec un mélange de ce même blanc que j'ai déjà sur le pinceau avec du jaune et du vert. Quand vous mélangez du blanc à du jaune, le jaune est une peinture en acrylique en tout cas qui est très très légère et très transparente, vous rendez votre jaune opaque. Donc si vous avez besoin de couvrance, mélangez du blanc, même un tout petit peu de blanc à votre jaune, sinon votre jaune va être transparent. Là j'ai vraiment beaucoup de peinture sur tout mon pinceau, pas seulement sur la partie avec les fibres. Et là, je remplis l'espace qui en fait représente ce champ qui est en arrière-plan, qui est illuminé, inondé par le soleil et qui a une température, cette température très chaude. Donc beaucoup de jaune dans mon mélange, un petit peu de vert parce que c'est quand même de l'herbe et il faut un petit peu de vert, mais beaucoup de jaune aussi. Pour montrer la différence avec ce qui se passe un peu plus dans le bas. Et peindre, c'est vraiment montrer la différence entre les couleurs, entre les formes. Matisse a dit, c'est une expression que j'adore, je ne peins pas les choses, je peins la différence entre les choses. Et donc, c'est un peu la même logique ici. Vous voyez ce jaune que j'ai mis en haut sur ce champ en arrière-plan. Il doit être plus jaune et il doit être plus chaud que la partie qui est en bas sur cette pente qui descend vers nous parce que si c'est la même chose, eh bien, le spectateur ne sera pas clair sur la construction de l'image, où est-ce que se trouvent les choses l'une par rapport à l'autre. Donc peindre les différences entre les choses, beaucoup plus important que les choses en absolu. Moi, j'espère que c'est clair. Laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions et si je dis des choses qui ne sont pas claires. Posez-moi des questions. Et vous pouvez bien sûr joindre mon groupe Facebook. Le lien est aussi dans le descriptif. Si vous avez des questions, si vous voulez partager vos images, les images que vous faites à la suite des leçons ou des images que vous faites vous-même. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre et partager et échanger avec d'autres personnes qui sont passionnées par la peinture. Alors, à ce stade-là, l'image ne ressemble pas à grand-chose parce qu'en fait, il nous manque le sujet principal qui sont ces arbres et ces ombres qui sont très foncées. Mais vu que la couleur que je vais appliquer, la peinture que je vais appliquer est vraiment transparente, j'ai décidé de procéder de cette façon-là. Donc c'est la séquence des événements. Alors ici, dioxazine pourpre et bleu phthalo avec un peu de mon mélange vert neutralisé d'avant. Donc vous voyez à nouveau, je introduis quelque chose, je réutilise quelque chose que j'avais déjà sur l'image, ce qui va permettre d'harmoniser les couleurs. Et à nouveau, beaucoup de peinture sur mon pinceau.
et je fais mon premier tronc. Et vu que cet arbre est à contre-jour, il est à l'ombre, donc c'est une température froide. Cette lumière chaude qui éclaire cet arbre de l'autre côté produit une ombre froide. Et là, je vais procéder de façon assez rapide. Vous voyez que je peins de bas en haut. Ça, c'est aussi une astuce. Si quelque chose pousse de bas en haut, il est conseillé de le peindre de la même façon, de bas en haut. Donc les fleurs, les arbres, les herbes, ça va donner simplement un résultat plus naturel. Et voilà, ça c'est un très bon exemple. Bien sûr, on a le tronc et ensuite ces branchages qui partent un petit peu dans tous les sens pour cet arbre-là. Et forcément, si vous faites le mouvement du bas vers le haut, vous allez relâcher à un moment donné la pression sur votre pinceau. Donc, vous allez créer des branchages qui sont plus fins vers les extrémités. Si vous faites ça dans l'autre sens, je pense que c'est aussi possible, mais c'est vraiment pas aussi simple. Donc, quelque chose qui pousse de bas vers le haut, peignez-le de la même façon. J'essaie de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit, c'est-à-dire de faire une marque et de la laisser. Cela aussi permet au tableau d'avoir un aspect plus peut-être pas naturel, mais plus léger, plus spontané. Le fait de repasser plusieurs fois au même endroit, et on est tenté de faire ça, y compris moi-même, mais je pense que surtout quand on débute la peinture, on est vraiment tenté de repasser au même endroit plusieurs fois, parce qu'on pense que ça va donner un résultat meilleur. Eh bien, ça va enlever de la spontanéité à votre tableau. Mais c'est difficile, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention et se dire, j'ai fait une marque et je passe à la suivante, j'ai fait une marque et je passe à autre chose. Et résister cette tentation de repasser, de fignoler toujours. Encore plus de pourpre. Et je vais mélanger une teinte plus violacée. Par contre, vous voyez à nouveau, j'utilise ce que j'ai déjà sur ma palette, sur mon assiette, mais je rajoute plus de dioxazine pourpre. Le dioxazine pourpre est une peinture très très transparente, très belle et très intense, mais aussi très transparente. Et je vais utiliser cette transparence pour, vous voyez, j'ai le blanc du papier, ce qui va donner cet aspect de luminosité à mon ombre. Si j'avais rajouté du blanc à mon mélange, ça aurait donné un aspect un peu laiteux, un peu pastel, un peu... Et aussi, ça va faire diminuer la saturation de votre couleur. Donc, dans ce cas-là, j'ai vraiment opté à utiliser la couleur presque pure, la peinture presque pure, et jouer sur cette transparence. Et là, regardez à nouveau, je montre que ma pente a une courbe et notre cerveau va vraiment
tomber dans le panneau, si je peux dire. Et simplement ce petit arrondi est suffisant pour nous indiquer, ah oui, là, il y a effectivement une courbe dans cette pente. Ce n'est pas simplement une ligne droite. Et bien sûr, la direction, le fait que j'applique la peinture de cette façon-là, de haut en bas, et non pas de gauche à droite. Hein. C'est la direction aussi qui indique le mouvement. Et là, ne pas oublier l'ombre qui est tout à gauche. Là, à nouveau, oui, j'ai fait des gros traits et j'essaie de ne pas repasser par-dessus pour garder cet aspect spontané. Maintenant, cette partie très foncée, on a beaucoup d'ombre. On l'a aussi tout au bord. Donc, on voit bien cette partie qui touche l'eau. Il y a aussi cette couleur que j'ai mélangée avec du pourpre. Et vous voyez, ce qui est joli là, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est que mon pourpre qui est transparent va se mélanger avec ce vert qui a déjà été mis en place auparavant. Et je pense que la peinture est sèche, donc ce n'est pas un mélange, mais c'est simplement une superposition de couches. Et ça va donner vraiment une couleur de ombre très très naturelle, simplement en mélangeant le vert tel qu'il était avec ce pourpre. Et là, je marque un peu plus clairement la limite de mon autre flanc de colline, de pente, parce que ça se perdait un peu avec la même valeur, l'échelle de valeur que l'eau. Si vous avez des questions par rapport à la description des couleurs, j'ai une leçon qui parle de ça, comment les peintres décrivent les couleurs. Et je parle de tous ces aspects, échelle de valeur, température, saturation, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de passer un petit peu de temps pour comprendre tous ces termes, parce qu'ils ont vraiment une signification très précise. Et ça va aussi vous permettre de penser à la couleur et à la peinture de façon un peu plus structurée et provoquer peut-être des questions et des idées. Ici, je remplis simplement le blanc du papier. Vu que mon papier n'a pas été teint, ce qui peut-être été une bonne idée, un petit peu de peut-être d'ocre au début, mais je ne l'ai pas fait. Je suis partie avec du papier blanc. Il faut essayer d'éviter ces petits trous qui sont très distrayants si on les laisse. Là, j'ai mélangé un vert qui est assez neutralisé. Et je vais marquer ce haut. Là, on a un petit peu d'herbe qui pousse tout en haut de cette colline, de cette pente. Voilà, pour montrer qu'il y a vraiment une différence entre la partie qui descend vers nous, vers le spectateur, et ce champ qui est en arrière-plan. Donc à nouveau, montrer la différence entre les choses et montrer où une chose s'arrête et l'autre chose commence. Alors, ça paraît évident quand on regarde la photo, mais quand on peint, eh bien c'est à nous, le peintre, de donner ces informations au spectateur. Et si ce n'est pas assez précis, bien le spectateur va être perdu et on ne va pas comprendre qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est en avant-plan, qu'est-ce qui est en arrière-plan. Donc, pensez à ça quand vous peignez. Est-ce que vous donnez l'information, le minimum d'informations au spectateur? On peut deviner beaucoup de choses. Et notre cerveau est vraiment excellent pour deviner, mais il faut quand même donner un minimum d'informations sur
l'emplacement des choses dans un tableau. Ici, vous voyez que j'utilise cet effet de transparence de mon mélange pour placer ces ombres de ces branchages individuels. En fait, certaines branches, on ne les voit même pas dans l'arbre, mais on les voit comme ombre, ce qui est aussi assez intéressant. Et là, cet effet de transparence joue très bien parce qu'en fait, ça permet vraiment d'obtenir cette couleur d'ombre qui est très naturelle entre le pourpre et le violet, entre le froid et le chaud. Superposition des deux. Ici, je marque certains arbres sont un peu dédoublés, comme vous voyez sur la photo, et l'arbre qui est plus proche de nous est plus foncé, il est plus à l'ombre. Et ou bien une moitié de ces troncs sont plus au soleil que l'autre moitié. Donc, c'est pour ça que je repasse avec un mélange plus foncé pour montrer qu'il y a une partie qui est plus à l'ombre, plus protégée du soleil que l'autre moitié. Et vu que c'est une peinture transparente, bien sûr, le fait de rajouter une deuxième couche va enlever un petit peu de cette transparence. Donc, le papier transparaît moins et automatiquement, cela nous donne une valeur plus foncée. Et vous voyez à droite, ça devient très très serré. Et là, je décide de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas prendre un pinceau plus petit. À nouveau, je travaille avec le même pinceau pour toute cette image. Et je mélange simplement une couleur un peu plus froide que je neutralise un petit peu. Là, je prends un petit peu dans mon verre, mon mélange de verre neutralisé pour faire ces arbres qui sont plus éloignés, qui sont plus vers ce point de fuite. Donc, ça suffit de suggérer ces troncs d'arbres et on n'est pas obligé de tous les tracer. Et là, je gratte un peu avec mon pinceau pour indiquer des troncs et des branchages. Quelques détails, quelques branches qui montent. Vous voyez, à nouveau, je peins de bas en haut. Et simplement se référer à cette photo de référence. Rajouter un peu plus de branchage. Vous voyez que mon papier a un petit peu de structure. Peut-être que vous voyez, ce sont des lignes qui sont ici sur l'image verticale. C'est du papier multimédia. À nouveau, je vais mettre le lien vers ce bloc de papier que j'utilise dans le descriptif de la vidéo. Ce papier, je l'aime bien pour la raison qu'il est assez résistant à l'eau, à l'humidité. Donc, j'utilise aussi du papier aquarelle de la même marque, mais j'alterne. Des fois, j'utilise du papier multimédia. Mais on voit que là, vraiment, cette structure, ces lignes, surtout sur des zones où la peinture est transparente, eh bien, on voit pas mal cette structure. Donc, si ça vous gêne, peut-être que ce n'est pas le papier que vous voulez utiliser, mais si ça vous gêne pas, le papier multimédia est un très bon choix. Des fois, ces lignes donnent une structure, un aspect intéressant aussi à votre image. Donc, ici, je rajoute plus de foncé à mon eau. Je trouve que ce bleu est beaucoup trop clair. Surtout en tenant compte de ce que j'ai dit avant, c'est que l'eau
aura une couleur intrinsèque à elle-même, elle n'est pas transparente, donc très probablement ce bleu n'est pas aussi clair que le bleu du ciel. Et je procède ici aussi, je couvre cet espace qui est tout en bas vers l'eau et je rajoute plus d'ombre. Et c'est vraiment un processus itératif. Je regarde ma photo, je me dis tiens, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'une partie est trop foncée par rapport à l'autre? Est-ce que je comprends ce qui se passe sur l'image? Est-ce qu'il manque des informations, etc. Là, je tire un petit peu avec mon pinceau, je ne sais pas si vous avez vu, vers le bas, parce que ce sont des reflets dans l'eau et les reflets dans l'eau sont verticaux. Et là, j'enlève encore un peu plus de ce bleu et je rajoute donc les ombres continuent bien sûr sur l'eau. Les ombres ne s'arrêtent pas simplement en bas de cette pente. Les ombres continuent, mais bien sûr elles continuent sous l'eau et sur l'eau, ce qui rend notre tâche un peu plus difficile. Mais n'oubliez pas, si vous avez des ombres, de les peindre aussi sur l'eau. Maintenant, un blanc teinté de bleu. Et je l'applique en haut de ma partie ciel ou arrière-plan pour donner un peu l'effet de brume ou de distance. Et si vous regardez ma photo, vous verrez que effectivement c'est le cas. Ben, cette partie derrière, elle est un petit peu plus laiteuse et pas aussi nette. Donc là, c'est l'effet que j'essaie de donner. Et là, en fait, la structure du papier m'aide pas mal parce qu'elle donne une structure qui est assez intéressante et assez naturelle pour ce type de... Voilà, j'en ai mis un peu trop. Et je déchire mon papier, voilà, ça arrive. J'ai enlevé un peu de papier parce qu'il était encore humide. Voilà, donc si une couleur est trop intense et que vous voulez la faire reculer, là, je fais reculer un peu mon arrière-plan en rajoutant cette touche de blanc-bleu. Il y a toujours du bleu, ce n'est pas du blanc pur, ça aurait été trop intense. Et là, des reflets qui sont tout proches du bord de l'eau, très légers, mais on a ces reflets sur l'eau qui sont très très clairs. Donc un blanc mélangé avec du bleu, jamais pur, mais mélangé avec une de vos couleurs pour indiquer ces reflets. Et là, tout de suite, vous voyez, l'image prend un peu cet aspect 3D ou vraiment aspect beaucoup plus réaliste qu'avant. Là, je comble un peu le papier qui a... Enfin, il n'a pas déchiré, il a juste... La première couche est un petit peu partie. Encore cette couleur ombre de l'autre côté, parce qu'on a aussi ces reflets de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai dit, les ombres continuent sur l'eau, donc il faut essayer de peindre ces ombres aussi. Ça va donner vraiment, ça va tout de suite remplir l'espace. Comme vous voyez là, ça manquait. C'est tout de suite beaucoup plus clair ce qui se passe sur l'image. On voit que c'est de l'eau et qu'il y a des reflets et des ombres sur l'eau. Ça manquait avant. Et ça donne tout de suite de la profondeur à mon image. Je rajoute quelques touches de jaune pour montrer cet aspect, cet endroit qui est vraiment plus ensoleillé en bas. Mais comme j'ai dit, le jaune est vraiment transparent, donc à ce stade-là, si vous voulez qu'on le voit, il faut vraiment
avoir beaucoup de peinture sur le pinceau et rajouter une touche de blanc à votre jaune parce que sinon votre jaune ne sera pas visible sur les valeurs qui sont déjà au fond. Ça, c'est aussi un bon truc, c'est de gratter une marque ou une ligne avec le bout du pinceau parce que ça va tout de suite donner un aspect plus naturel. Vous voyez ces reflets sur l'eau. Le fait de gratter donne tout de suite un aspect plus vivant et aussi plus intéressant à regarder. Encore plus, un petit peu plus marqué. Un peu plus d'ombre et à nouveau gratter pour enlever ces marques de pinceau et en fait nous donner l'illusion de reflet sur l'eau. Toujours bien d'utiliser l'autre bout de votre pinceau. Voilà, et je pense que c'est tout pour cette image. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, faites passer le message à tous vos amis qui veulent apprendre à peindre. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez les autres leçons. Rejoignez mon groupe Facebook et j'espère que vous allez aussi laisser vos commentaires et questions et je m'empresserai d'y répondre. Dernière étape, enlever le ruban adhésif. Toujours faire attention si votre papier est encore humide parce que ça risque de déchirer. Si vous ne voulez pas attendre, séchez simplement avec un sèche-cheveux ou bien laisser sécher suivant la température ambiante. Et là, j'ai eu de la chance, ça n'a pas déchiré. Et voilà l'image finie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir très bientôt.